Ce soir, je suis ravie de vous proposer cette première de la chaire poétique. C'est une série de 5 événements autour de la poésie. Alors, quand la Maison de la Francité et Donald George nous ont proposé de créer cet événement, je me suis dit que tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de dire de la poésie ? Et en fait, la poésie, pour moi, c'est particulier. J'écris depuis que j'ai 14 ans, plus de 30 ans, donc. Et en effet, moi, j'aime ce rapport au vivant que m'apportent les mots. Et c'est ce que je voudrais vous proposer ce soir, avec un programme qui va, j'espère, vous faire vivre les mots avec des sensations à travers le corps ou même sous la peau. En tout cas, dans le programme, il y aura des lectures avec nos autrices invitées qui nous font l'honneur de cette première, avec Daphné Tamage qui vient pour son livre, son roman qui vient de sortir chez Stock, Le Retour de Saturne, et avec Jennifer Lavallée et son recueil Devenir mer, lac, forêt. Vous aurez notamment l'occasion de vous procurer ces livres avec une dédicace et des poèmes minutes lors de l'entracte vers 20h45 et aussi en clôture de soirée. Au long de cette soirée, il y aura des lectures aussi par des personnes qui se sont proposées pour faire le micro ouvert de ce soir. Il y en aura en première partie et aussi en deuxième partie après l'entracte. Et nous aurons aussi une conversation, un échange avec nos autrices invitées. Voilà, pour ouvrir un peu le bal de ces lectures, je vais vous proposer la lecture d'un texte qui me tient particulièrement à cœur, qui est un texte de Kundera, qui est l'insoutenable légèreté de l'être. Il me fait déjà trembler, vous voyez. Je vous propose aussi une expérience pour ce texte. À la fin du texte, de ne pas applaudir pendant 1 minute et de laisser justement ce magnifique texte de Kundera vous envahir. C'est aussi une proposition que je ferai pour les personnes qui vont faire le micro ouvert, d'avoir le choix de demander d'être applaudi à la fin ou bien de réserver cette minute de silence pour justement recueillir les émotions si vous en avez. Il y a bien des années que je pense à Thomas, mais c'est à la lumière de ses réflexions que j'ai vu clairement pour la première fois. Je l'ai vu, debout à une fenêtre de son appartement, les yeux fixés de l'autre côté de la cour, sur le mur de l'immeuble d'en face, et il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il avait fait connaissance avec Teresa environ 3 semaines plus tôt, dans une petite ville de Bohême. Ils avaient passé 1 heure à peine ensemble. Elle l'avait accompagné à la gare et elle avait attendu avec lui jusqu'au moment où il était monté dans le train. Une dizaine de jours plus tard, elle vint le voir à Prague. Ils firent l'amour le jour même. Dans la nuit, elle eut un accès de fièvre. Et elle passa chez lui toute 1 semaine avec la grippe. Il éprouva alors un inexplicable amour pour cette fille qui lui était presque inconnue. Il lui semblait que c'était un enfant qu'on avait déposé dans une corbeille enduite de pois et lâché sur les eaux d'un fleuve pour qu'il le recueille sur la berge de son lit. Elle resta chez lui 1 semaine plus. Une fois rétablie, elle retourna dans la ville où elle habitait, à 200 km de Prague. Et c'est ici que se situe le moment dont je viens de parler, où je vois la clé de la vie de Thomas. Il est debout, à la fenêtre, les yeux fixés de l'autre côté de la cour, sur le mur de l'immeuble d'en face, et il réfléchit. Faut-il lui proposer de venir s'installer à Prague? Cette responsabilité l'effraie. Qu'il l'invite chez lui maintenant, elle viendra le rejoindre pour lui offrir toute sa vie. Ou bien faut-il renoncer? Dans ce cas, Teresa restera serveuse de brasserie dans un trou de province et il ne la reverra jamais. Veux-tu qu'elle le rejoigne? Oui ou non? Il regarde dans la cour, les yeux fixés sur le mur d'en face, et cherche une réponse.
Il revient encore et toujours à l'image de cette femme couchée sur son divan, et il ne lui rappelait personne de sa vie d'autrefois. Ce n'était ni une maîtresse, ni une épouse. C'était un enfant qu'il avait sorti d'une corbeille enduite de pois et qu'il avait posé sur la berge de son lit. Elle s'était endormie. Il s'agenouilla près d'elle. Son haleine fiévreuse s'accélérait et il entendit un faible gémissement. Il pressa son visage contre le sien et lui chuchota des mots rassurants dans son sommeil. Au bout d'un instant, il lui sembla qu'elle respirait plus calmement et que son visage se soulevait machinalement vers le sien. Il sentait à ses lèvres l'odeur un peu âcre de la fièvre et il l'aspirait comme s'il avait voulu s'imprégner de l'intimité de son corps. Alors il imagina qu'elle était chez lui depuis de longues années et qu'elle était mourante. Soudain, il lui parut évident qu'il ne survivrait pas à sa mort. Il s'allongerait à côté d'elle pour mourir avec elle. Mu par cette vision, il enfouit son visage contre le sien dans l'oreiller et resta longtemps ainsi. À présent, il est debout à la fenêtre et il invoque cet instant. Qu'était-ce sinon l'amour qui était ainsi venu se faire connaître? Mais était-ce l'amour? Il s'était persuadé qu'il voulait mourir à côté d'elle et ce sentiment était manifestement excessif. Il la voyait alors pour la deuxième fois de sa vie. N'était-ce pas plutôt la réaction hystérique d'un homme qui comprenait en son fort intérieur son inaptitude à l'amour, qui commençait à se jouer à lui-même la comédie de l'amour? En même temps, son subconscient était si lâche qu'il choisissait pour sa comédie cette pauvre serveuse de province qui n'avait pratiquement aucune chance d'entrer dans sa vie. Il regardait les murs sales de la cour et comprenait qu'il ne savait pas si c'était de l'hystérie ou de l'amour. Et dans cette situation où un homme vrai aurait pu immédiatement agir, il se reprochait d'hésiter et de priver ainsi le plus bel instant de sa vie de toute signification. Il est à genoux au chevet de la jeune femme, persuadé de ne pouvoir survivre à sa mort. Il s'accablait de reproches, mais il finit par se dire que c'était au fond bien normal qu'il ne sût pas ce qu'il voulait. L'homme ne peut jamais ce qu'il faut savoir, car il n'a qu'une vie, et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Vaut-il mieux être avec Teresa ou rester seul? Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite, pour la première fois, et sans préparation. Tout est vécu tout de suite, pour la première fois, et sans préparation. Comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut vouloir la vie si la première répétition de la vie est déjà la vie même? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau, tandis que l'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. Thomas se répète le proverbe allemand,
Eenmaal is geen maal. Une fois ne compte pas. Une fois c'est jamais. Une fois c'est jamais. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. Merci. Merci pour vos applaudissements et d'accueillir du coup Daphné et Jennifer. Je ne l'ai pas avec moi. Alors, je vous présente deux autrices qui ont été mes coups de cœur pour cette première. Donc, Jennifer Lavallée, que j'ai croisée à la Foire du Livre il y a quelques temps et j'ai dévoré ses recueils. Et puis Daphné Tamage, qui est à son deuxième roman, qui est Le Retour de Saturne. Et je trouvais justement intéressant de vous proposer une autrice aussi de romans pour vous parler de ce que la poésie peut évoquer aussi dans les romans. D'ailleurs, Daphné, quand on parle de recueil, de recueillement, et puis de recueil tout à l'heure, mais de recueillement, et de repli sur soi, comme on a essayé de le faire là, à la fin de ce texte, on se rend compte que ton héroïne, au début du roman, elle est contrainte à ce repli sur soi. Oui, c'est pas du tout une volonté de sa part. Hein. Elle est dans une situation assez dramatique parce qu'elle va mal. Elle pense qu'elle est en pleine dépression et son docteur va lui prescrire. Elle veut des antidépresseurs, mais le docteur, qui est son vieux médecin de famille, pense que c'est la faute des hommes s'il est dans cet état. Et donc, plutôt que lui prescrire des antidépresseurs, va lui prescrire 1 mois sans les hommes. Et donc c'est un repli sur soi, mais qui est forcé par le corps médical quelque part. Et c'est là qu'elle va connaître ce que c'est d'être seule, quoi. D'être seule non seulement dans les éléments, donc la nature c'est une citadine, donc elle n'a pas du tout l'habitude du silence, elle n'aime pas ça, c'est très violent le silence pour elle. Et c'est encore pire quand c'est un silence qui n'est pas comblé par la présence de quelqu'un. Voilà. Et ce rapport justement à l'exil, où elle est déplacée de son lieu de vie habituel, elle se retrouve dans une nature qui pour elle n'est pas forcément un choix, qui est un lieu de voyage initiatique aussi. Je pense que tu as un joli extrait d'ailleurs sur le contexte de ce paysage qu'elle vit. Jennifer. Je ne sais pas s'il faut dire où ça se passe ou si l'extrait le situe. Justement, elle part en fait à Conques. Donc, voilà, elle va aller vivre religieusement l'ordonnance du docteur. Conques est un village d'Aveyron, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et notamment, il y a une abbatiale assez célèbre, parce qu'elle est non seulement très belle, mais aussi parce que Pierre Soulages en a fait les vitraux.
Et donc c'est non seulement un chemin, un lieu de pèlerinage, un passage obligé sur la route de Compostelle, mais aussi plus culturel avec ces vitraux incroyables de Soulages qui sont évidemment noirs et gris et dans toutes les nuances de ces couleurs qui pourraient paraître sombres pour une église, mais qui en fait reflètent la lumière de façon tout à fait spectaculaire. Voilà. Et l'extrait que j'ai choisi est au début du roman où l'héroïne arrive à Conques, et dans cet extrait, on a à la fois la poésie qui surgit et la prose qui revient. Après avoir suivi une famille nombreuse qui tirait un pauvre âne chargé de matériel de camping, j'ai décidé que je préférais marcher seule plutôt que de subir les gamins brailleurs, et j'ai accéléré. Une fois arrivé en bas du village, il fallait traverser un pont datant du Moyen-Âge, ce qu'indiquait une pancarte de l'UNESCO plantée là. J'ai trouvé ça touchant de me tenir là, sur ce pont de grès rose, où d'autres s'étaient tenus, avaient vu ce que je voyais, avaient espéré, cherché, rêvé. Pour tous ces marcheurs, il y avait eu dans leur vie un avant et un après ce pont sur le Dourdou. Qui sait, peut-être que mon âme, en ce moment même, entrait en communion avec ces âmes de jadis, que quelque chose nous reliait, la marche, l'eau rouge en contrebas, la pensée commune à cet endroit précis d'une fraternité noueuse entre les êtres, morts et vivants. Il a suffi d'une rafale de vent pour me faire reprendre mes esprits. Il n'y avait rien d'autre sur ce pont que mes tracas, mon corps privé des mains des hommes, mon cerveau qui refusait de s'apaiser en entendant le clapotis de l'eau, et à mes pieds, cette rivière dans laquelle gisaient des pots de terre cuite balancés là de colère ou de lassitude, et qui n'en avaient rien à faire des millions d'âmes tourmentées qu'il avait enjambées. Merci Jennifer. Pour toi aussi, Jennifer, le lieu, le paysage, le déplacement par le voyage est une possibilité de déplacement intérieur. C'est ce qu'on ressent aussi quand on lit ton magnifique recueil Devenir mer, lac, forêt, qui parle de ce voyage aussi initiatique, de devenir maman et de rencontrer la nature, la mer, justement la forêt. Est-ce que tu peux nous partager un peu le voyage qui a été pour toi, d'être dans ce magnifique paysage qui est encore dans ce recueil, et le voyage intérieur? Mais je dirais que là, il y a un point commun, et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas aussi bien que ça dissocier le roman et la poésie, puisqu'il y a l'expérience poétique que le roman transcrit. Et là, dans ce passage sur le pont, l'héroïne vit une confrontation révélatrice, qui est celle que moi j'ai ressentie en rencontrant les ruines d'Angkor, puisque j'entendais parler d'Angkor depuis bien longtemps et je rêvais d'y aller, mais la réalité était vraiment estomacante, et ça m'a fait penser que c'était semblable à l'expérience de devenir mère. Quand on est femme toute sa vie, on nous explique ce qu'on vivra quand on deviendra mère, et puis quand on devient vraiment mère, c'est comme de rencontrer Angkor. C'est quelque chose de fulgurant qui nous marque à un point où parfois on a besoin de le déposer sur une page blanche. Voilà. Oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui se procureront le magnifique recueil de Jennifer, de vraiment écouter. À la fin, vous avez un code QR pour écouter la belle voix de Jennifer sur un voyage sonore. Hein. C'est vraiment tout un paysage sonore qu'on entend derrière. Je pense qu'il y a aussi des sons qui ont été pris encore. Oui, on les a. Et c'est vraiment sublime de pouvoir faire ce voyage-là, justement, avec le son, en plus de la lecture. J'aime aussi raconter dans ces événements de la chaire poétique comment les mots viennent à nous quand on est auteur, autrice, comment ça circule à l'intérieur de nous.
ce que j'appelle la montée des mots, hein, avec le jeu de mots avec la montée des eaux, par exemple. Et en effet, comment toi tu te mets en mouvement dans l'écriture, Jennifer? Comment c'est pour toi d'écrire? À quel moment de la journée tu écris? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu écris? Alors, chez moi, déjà, c'est pas très ritualisé. C'est souvent l'écriture qui vient me prendre par surprise. Et ça peut être justement dans une marche. Moi, par exemple, c'est vrai que souvent, les idées me viennent quand je marche plutôt que quand je suis immobile. Et si je suis en train d'écrire un texte que j'ai commencé, que je n'arrive plus à faire avancer, plutôt que de rester sur ma feuille blanche, moi, je vais plutôt avoir tendance à sortir dans le jardin, à me reconnecter à la nature et à mes émotions. Le but, c'est pas d'écrire, en fait. Le but, c'est de vivre à travers l'écriture, ce qui est très différent. Je crois d'ailleurs, Daphné, que tu nous as choisi un extrait du recueil de... Oui, alors est-ce que je peux juste ajouter que moi, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que je vais jamais attendre que les mots viennent parce qu'en fait, ils ne viennent pas. Et c'est assez terrible. Enfin, je veux dire, les mots ne viennent jamais. Donc, si je ne me mets pas sur ma chaise devant mon bureau, devant mon ordinateur, devant ma feuille blanche, et si je ne commence pas à écrire, c'est une catastrophe, en fait. Donc, je trouve ça super intéressant que tu te dises qu'il faille que tu marches, te balader et tout, parce que moi, c'est vraiment... faut vraiment que je creuse, quoi. Si je creuse pas, il y a rien qui me pénètre et je suis complètement inutile. Voilà. On peut, voilà, c'était pour confronter les manières de s'y mettre, mais c'est pour vous dire, ne vous découragez pas si jamais ça vous tombe pas dessus, parce qu'en fait, parfois, il suffit juste d'y aller, quoi. Voilà. Oui, mais pardon. Alors, c'est bien celui-ci le premier, hein, tu me confirmes? Oui. Très bien. Alors, se destiner à la réalité, s'y abreuver, rivière tourbillonnante, intarissable, magique. Petites abeilles, pierres que nous nommons, frémissant, ne pas attendre, voyager. Merci Daphné. Alors on va poursuivre nos très belles lectures sur ce thème du mot et des corps, hein, des mots qui nous traversent, avec une première série de micros ouverts. Et je vais inviter Chris à nous lire son texte qui s'intitule « Quand je tremble ». Ouais, on s'en va. Protégé, enlacé, enveloppé, au plus chaud, au plus doux, au plus dense, au plus intense de la nuit. Je pense à toi, je rêve de toi, mais je n'ai plus froid. L'âme en peine, le cœur qui se traîne, ont cédé le pas. Enveloppé, enlacé dans les bras de la nuit. La nuit sensible, sans courroux, sans dureté. La nuit tendre, sans angoisse, sans effroi. Bercé, enlacé par toi, toute la nuit, sous les draps, sous les étoiles, bercé, sans plus tomber, au contraire s'élever, là
vers l'union sacrée. Ce moment, ces circonstances précises, rares, qui font que deux êtres se rejoignent, enveloppés, immergés, ancrés, en toi toute la nuit, bercés, même quand je tremble, surtout quand je tremble, au plus brûlant de la nuit, passionné, enflammé. Nous avons ensuite Agathe, qui est aussi un texte de sa création, qui est le trajet du lombric. Oui. Merci. Bonsoir. Donc, c'est un extrait d'un texte plus long que j'ai appelé Trajet d'un lombric. La naissance d'une boule. Où tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux raconter? Quelle langue tu parles? La langue de ma mère. À Antony, près de Paris. Quand je suis née, ma mère voulait que je devienne bilingue. Avant que je dise mes premiers mots, elle me parlait dans sa langue maternelle, l'espagnol. Ses parents lui avaient toujours dit qu'on pouvait tout apprendre dans les livres. Dès qu'elle a pu, ma mère a traversé un océan pour chercher une autre manière de faire. Elle apprenait le français dans une université parisienne quand elle a rencontré mon père. À ma naissance, ma mère décide que je parlerai 2 langues. Elle me parle la sienne et mon père me parle le français. Ma mère communique avec mon père et mon grand frère en français. Je suis la seule avec qui elle parle sa langue. Je suis divisée. D'un côté, je sens un lien privilégié avec elle. De l'autre, je me questionne. Pourquoi elle me parle différemment? Est-ce que je dois choisir entre sa langue et celle du reste du monde? Si j'en choisis une, je dois renoncer à l'autre? Sans pouvoir adresser mes questions, je n'y trouve pas de réponse. Je reste en suspens et je tarde à parler. On se pose des questions, on se demande si je suis sourde ou muette. Avant d'aller voir des spécialistes, ma mère fait une dernière tentative. Elle me parle la même langue qu'aux autres. Je n'ai plus à choisir. Soulagée que tout le monde semble s'être accordé, je me mets subitement à former mes premières phrases.
en mettant un peu d'ordre dans ma pensée sans mots, je me sens faire partie du même monde que tout le monde. Ce n'est pas seulement que ce retard expliquera par la suite mes difficultés à faire des choix. C'est aussi que si une même chose peut être appelée de deux manières différentes, pourquoi donne-t-on tant d'importance aux mots? Si une boule que j'épluche est aussi bien une orange que una naranja, un mot ne vaut ni plus ni moins que les épluchures du fruit laissées sur ma table. J'étais loin d'être sourde muette. J'avais conscience avant l'heure que le langage verbal a des limites. Car si les mots sont interchangeables, la boule, elle, reste la même. Depuis, j'ai appris l'espagnol, l'anglais, le néerlandais et je cherche encore ma langue. Boule, nom féminin, forme sphérique, objet non spécifié de cette forme. 2023, dictionnaire Le Robert, le grand Robert de la langue française. Merci. C'est la première fois que tu lisais en public, je crois? J'avais lu à la maison. Ouais. Merci de vos belles vibrations pour ces personnes qui viennent pour la première fois lire au micro ouvert. Et alors, j'ai Vicky Dier. Avec aussi un texte de sa création, Entre toi et tout. C'est pas la première fois que je lis en public, mais par contre c'est la première fois que je lis avec un micro et une feuille dans la main. Ça fait beaucoup. Voilà. Ouais, mais je préfère la posture tapis, un peu lotus, quoi. Merci. Flamme bleue, rayée de jaune, le gaz souffle sur l'acier de la théière. Sous la plante des pieds, glace le carrelage de la cuisine. Le 12 décembre 2019 est un matin semblable à un autre. Je bois un thé, les actualités. Le 12 décembre 2019, un adolescent irakien de 17 ans est mort. Un adolescent irakien de 17 ans est mort. Assimilé aux milices qui éradiquent les membres du soulèvement, il a été lynché dans la rue, pendu. Dans un communiqué, l'acte meurtrier est condamné par la majorité des manifestantes. Ce crime met en péril la légitimité des revendications et le pacifisme prôné par les révolutionnaires partout en Irak. L'inertie matinale se brouille du choc de la violence. Je délaisse ma tasse et l'ordinateur pour me saisir du téléphone. J'écris au moins à Doureid, Haïdar, peut-être Tarek, je ne sais plus. Mes messages sont maladroits, il n'y a pas de mot juste face à la mort. Par écrit, j'espère simplement que ce drame ne creusera pas le gouffre des souffles qui s'éteignent.
on échange quelques messages fatigués. L'histoire est branchée sur un canal sanglant. Débrancher le téléphone du chargeur, de la chambre au salon, préparer une cigarette, sentir l'ancrage des pieds nus au sol, au contact de la chaleur du parquet. Maintenant, je t'appelle. Ce jeudi 12 décembre, tu réponds aux nouvelles demandées. Tu ne prononces rien quant à l'actualité. Peu à peu, je réalise. Pour toi, il n'y a pas d'événement majeur, mais une tragique continuité. Aujourd'hui, un adolescent, un traître, est mort. Hier, avant-hier, demain, des dizaines, des centaines d'innocentes, de martyrs sont tombés, tomberont, tombent aujourd'hui encore. Encore, encore. Pour toi qui suis une actualité de l'autre côté, c'est tous les jours que l'abîme se creuse. Pourquoi mettre en lumière les limbes un jour plutôt qu'un autre ? Pourquoi mettre en lumière les limbes un jour plutôt qu'un autre ? J'exprime le choc face à cet assassinat. J'écoute ton silence. Avec un calme déconcertant, tu mentionnes « Cela fait partie de la réalité d'un conflit, de la souffrance criée. Le peuple n'a plus rien à perdre. Sa dignité a été piétinée depuis des dizaines d'années. Les gens manquent de tout, d'eau, d'électricité, d'accès à Internet. La vie du peuple ne tient plus à rien. La réalité de cette révolution n'est pas une démonstration, mais le cri d'une dernière chance. Je prends le temps d'entendre tes mots, d'écouter tout ce qui sort sans t'arrêter. Une forme de virulence apparaît dans le flux de ton phrasé. Tu t'exprimes trop peu souvent à vif sur le sujet. Quant au meurtre d'un homme, tu réponds « C'est aussi ça la réalité. Mon idéal pacifiste est fragilisé. » L'écho de la mort est assourdissant. C'est aussi ça la réalité. Il me faut de longs silences pour entendre ce que cette phrase signifie précisément. Tu pars en Irak dans 3 jours, nous n'aurons pas l'occasion d'en reparler. Je repense à cet échange avec toi et Haïdar. Je me rappelle de cette question du parti pris. Ce 12 décembre, dans le salon feutré, assourdissant de réalité, j'entends vos mots résonner. Face à la guerre, tu n'as pas le choix, tu dois prendre parti. Ce n'est pas une question de décision, ça s'impose à toi. Le propos n'est pas de définir arbitrairement un ennemi. La guerre te place dans une urgence d'un pour ou d'un contre. Entre ceux qui déciment ta famille et ta famille elle-même, l'évidence apparaît en un éclair. La modération se vit là où le calme est apparent. La guerre est catégorique. Le discernement est une qualité du temps. Sous les feux de la survie, chaque instant est décisif. Face à la mort, la temporalité est réduite à la seconde près. Ici, lorsqu'on évite le pire, souvent on dit « il était moins une ».
Merci Vicky. Alors c'est l'heure de l'entracte. Vous pouvez retrouver les autrices avec leurs livres, les poétesses et le poète qui est parmi nous, Olivier Théroigne, pour les dédicaces de Poèmes Minutes. Vous pouvez vivre cette expérience pendant l'entracte maintenant. C'est un entracte de 15 minutes. Vous pouvez aussi profiter d'un verre offert par la Maison de la Francité. On se retrouve tout de suite après l'entracte dans 15 minutes avec la performance de Caroline Giraud et Olivier Théroigne. Performance aussi musicale que poétique. À tout de suite. Les yeux d'un autre. Je voudrais une fois écrire avec les yeux d'un autre qui ne douterait pas, qui tracerait sa déroute dans un champ de cerises, le fruit sourd à l'oreille, le sourire grisant, du jus sur sa chemise, sans le moindre remords, ni la moindre banquise à la place du sort. Ce serait reposant. Je voudrais une fois vivre l'aplomb d'un autre qui dévore en riant un lundi monotone avec des cure-dents. Chante à qui veut l'étendre que c'est bon de pisser sur un parterre de roses, qu'importe si ça sent. Que Flora me pardonne, il ressemble à un faune avec son air content. Je voudrais une fois écrire avec les yeux d'un autre qui ne douterait pas, qui tracerait sa déroute dans un champ de cerises. Le fruit sourd à l'oreille, le sourire grisant, du jus sur sa chemise, sans la moindre remords, ni la moindre banquise à la place du sort. Ça serait reposant. Je voudrais une fois vivre l'aplomb d'un autre qui dévore en riant un lundi monotone, avec des cure-dents, chante à qui veut l'étendre que c'est bon de pisser dans un parterre de roses, qu'importe si ça sent, que Flora me pardonne. Il ressemble à un faune avec son air content. Avec son air content. Je voudrais une fois sentir ce que ça fait de baiser une femme comme on prend un café. Ignorer son pays, ses parents, ses rêves, ses enfants. Pourquoi elle se retrouve pour un peu de monnaie à devoir faire semblant. Je voudrais une fois savoir comment on fait pour lancer une guerre contre l'humanité juste pour exister dans les livres d'histoire et un jour à la haie devoir se justifier, sacrifier les enfants, sacrifier les enfants. Comment on fait ? Je voudrais une fois marcher droit, droit devant. Comme un cheval de trait qui ne pense qu'au fouet, Et au foin qui l'attend, qui ne pense qu'au foin, et à l'eau qui l'attend, et à l'eau droit devant, et à l'eau qui l'attend, pour son dernier souper. pour son dernier été. Je voudrais une fois gober un ciel d'hiver comme un médicament, arracher mes orteils puisque la terre danse et moi non, ne plus être qu'un rêve qui aboie la nuit. Pourtant Bandonnéon roule ses yeux de nacre et mon pouls lui répond
à gorge cadencée. Oui. Je voudrais une fois que mon corps me réponde. Ai-je entendu ta voix sourire assez souvent? Ai-je appris à te prendre la main sans crier? Vu ton incandescence lécher les miroirs et rire en caressant tes envies de retour. Je voudrais une fois que mon corps te réponde. Ai-je entendu la voix sourire assez souvent? Ai-je apporté te prendre la main sans crier? Vu ton incandescence lécher les miroirs et rire en caressant tes envies de retour. Tes envies de retour. Je voudrais une fois faire le tour de ta joie. Du lagon à la fange, lente révolution. Elliptique naissance. L'étrange Étrange nous nous rassemble. rassemble. Je voudrais une fois que ma mort me ressemble. Une allée de silice parcourue de frissons, d'iris homochromes et de choix embrassés et de noms qui résonnent. Je voudrais une fois marcher droit devant, comme un cheval de trait qui ne pense qu'au fouet, et au foin qui l'attend, qui ne pense qu'au foin, et à l'eau qui l'attend, et à l'eau droit devant, et à l'eau qui l'attend, pour son dernier soupir, pour son dernier été. Je voudrais une fois seulement, je voudrais une fois seulement, dans les yeux d'un autre. Dans les yeux d'un autre. Je voudrais une fois, dans les yeux d'un autre, je voudrais une fois. Tu n'as pas attendu que sonne la cloche penche pour embrasser l'hiver. La soie t'est apparue entre l'arbre et le ciel, maillon nu. Depuis tu voles, chaîne et libre. Avec les yeux d'un autre, je voudrais une fois. Avec les yeux d'un autre, je voudrais une fois. Avec les yeux d'un autre, Se réparer du monde, un rempart de lichen pour toute religion. avec les yeux d'un autre, je voudrais une fois. Avec les yeux d'un autre, Errer entre les êtres en plissant l'âme, qu'un seul geste détend. Main claire sur le jour. avec les yeux d'un autre, je voudrais une fois. Avec les yeux d'un autre, Verser au monde un grain de bleu, un brin de feu. C'est suffisant pour cet instant. avec les yeux d'un autre, je voudrais une fois simplement, avec les yeux d'un autre, La tête à l'endroit où le ciel s'écoule et le sable tient. On est bien. Passerelle encordée. Tous les ponts disent la même langue. Tu n'es pas seul, suspendu aux lèvres du monde. avec les yeux d'un autre. Je voudrais une fois écrire avec les yeux des autres.
Merci à Caroline Giraud et Olivier Théroigne pour cette très belle performance poétique et musicale. Alors c'est vrai que l'écriture et pour moi certainement la poésie est aussi un espace de liberté, un espace où, pour moi en tout cas, on peut être libre de tout dire, de dire tout ce qu'on a sur le cœur et à l'intérieur. Je voudrais vous proposer aussi une lecture particulière pour moi qui est Anaïs Nin, qui est une autrice que j'ai découverte quand j'étais adolescente et qui est une autrice qui a certainement évoqué pour moi cet espace de liberté dans les mots, dans les récits, pour une femme qui était pour moi tout à fait révolutionnaire dans sa façon de dire les choses, et aussi l'érotisme pour une femme, dans les mots d'une femme. On a d'ailleurs parmi nous une poétesse qui parle d'érotisme aussi avec beaucoup de justesse, qui est Tatiana Gerkens, que vous entendrez tout à l'heure aussi. Là, je vais laisser le micro à Daphné, qui a choisi un texte d'Anaïs Nin, justement, pour nous le lire. Oui, super. Ouais, allez. Bon, je suis désolée, je vais lire sur mon portable, c'est vraiment... Alors, c'est pas un texte de son journal, issu de son journal comme d'habitude. C'est un texte qui est issu d'un recueil qui est apparu récemment, parce qu'elle a fait beaucoup de conférences à la fin de sa vie à travers les universités américaines. Et il en est resté quelques-unes de ses interventions, dont ce texte que je trouve très fort. Voilà, il y a plusieurs traductions. J'ai pris celle-ci parce elle va droit au but et je l'aime beaucoup. Voilà. Et je suis très amie avec la traductrice, ce qui aide le lien assez fort. Donc, elle répond à la question « Pourquoi écrit-on » ? Je me suis si souvent posé la question que je pense pouvoir y répondre facilement. Je crois qu'on écrit pour créer un monde dans lequel on puisse vivre. Je ne pouvais vivre dans aucun des mondes qui m'étaient offerts. Celui de mes parents, celui de la guerre, celui de la politique. J'ai dû créer un monde pour moi, comme un climat, un pays, une atmosphère, dans lequel je pourrais respirer, régner et me recréer chaque fois que la vie me détruirait. Voilà, je pense, la raison de toute œuvre d'art. Nous écrivons aussi pour aviver notre propre connaissance de la vie. Nous écrivons pour charmer, enchanter, consoler les autres. Nous écrivons pour bercer nos amoureux. Nous écrivons pour goûter la vie à deux fois, sur le moment et rétrospectivement. Nous écrivons comme Proust pour rendre les choses éternelles et nous persuader qu'elles le sont. Nous écrivons pour transcender notre vie, atteindre ce qu'il y a au-delà d'elle. Nous écrivons pour apprendre à parler aux autres, pour raconter notre voyage dans le labyrinthe. Nous écrivons pour agrandir le monde que nous trouvons étouffé, rétréci ou désolé. Nous écrivons comme les oiseaux chantent, comme les primitifs dansent leurs rituels. Si vous ne respirez pas en écrivant, si vous ne chantez pas en écrivant, alors n'écrivez pas, car notre culture n'en a nul besoin. Lorsque je n'écris pas, je sens mon univers se rétrécir, je me sens en prison. Je sens que je perds ma flamme et ma couleur. Écrire doit être une nécessité, tout comme la mer a besoin des tempêtes, et j'appelle cela respirer. Pendant beaucoup trop de siècles, les femmes ont voulu être les muses des artistes. Vous m'avez suivi dans le journal, à l'époque où moi aussi je voulais être une muse, je voulais être l'épouse de l'artiste. Mais en fait, j'essayais d'éviter l'issue finale, faire le travail moi-même. Oui, c'est très fort, Anaïs Nin. C'est toujours une vibration forte pour moi sur cet endroit de l'écriture qu'elle évoque,
comme espace de respiration et de liberté, hein, d'être elle-même. En sécurité aussi, j'entends ça. Apolline, ton héroïne, est-ce qu'elle est vraiment libre ? Non, elle n'est pas libre au début du roman parce que elle est complètement dépendante du regard des hommes. C'est ce qu'il a, c'est son crack, quoi. Je pense qu'elle est addicte comme on peut l'être par de bien des choses et elle n'est pas libre et la liberté chez elle va plutôt... j'aime pas dire ça, d'ordre spirituel, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais effectivement, il va y avoir quelque chose qui dépasse la jouissance et le désir charnel ou le besoin d'être aimé, en fait. Ça va venir d'ailleurs. Et la liberté, ce sera pas celle de cet amour-là. Elle prendra d'autres chemins. Mais il faut dire qu'elle est romancière, quand même, notre héroïne. Oui, c'est héroïne et important. romancière. Ouais, Elle cherche la liberté, malgré tout. Moi, j'avais repéré un extrait de ton roman qui m'a particulièrement frappée, où elle échange avec le frère Charles. Je peux vous le lire ? Oui, peut-être juste une introduction. Oui. À Conques, dans ce fameux village où il y a une abbatiale, il y a aussi un monastère avec des frères qui sont là à l'année. Qui sont donc des moines, voilà, et elle fait la rencontre d'un moine au début du roman qui vient lui demander d'aller prier. Elle a absolument pas du tout envie d'aller prier, Voilà, mais ils vont quand même. Oui, alors il y a une connexion qui va naître entre ces deux-là. Et elle est très très mal. Et il lui dit, tu aurais pu vivre une existence plus ou moins normale, a continué Charles. Tu aurais eu le temps d'épouser un homme de bonne famille, d'élever des enfants comme il faut. Mais tu dévies systématiquement des chemins praticables. Tu te projettes toi-même contre les rochers les plus anguleux. Je ne dis pas que tu aimes souffrir. Je dis que tu cherches à trouver des mots pour décrire ta peau quand elle heurte la pierre. Tout cela grandit en toi et mûrit jusqu'au jour où le rocher devient papier, où tu penses que tu pourrais faire l'économie à d'autres de s'y frotter. Bah oui, c'est pour ça qu'on lit. Hein. Je pense que c'est pour. Je crois que c'est. On lit pour trouver du réconfort ou en tout cas des miroirs à nos peines, parce que c'est comme ça que la littérature nous sauve tous. La poésie, la poésie en particulier, mais la littérature aussi. Moi, elle m'a sauvée et elle me sauve encore. Et parfois, c'est. Je connais. Il n'y a pas beaucoup de miracles qui traversent nos existences, mais je pense que tomber sur un livre qui nous correspond au bon moment, c'est quand même une sorte de miracle, et ça nous arrive souvent. Enfin, je sais que dans les carrefours de nos vies, on tombe souvent sur des ouvrages qui devaient arriver à ce moment-là, et pour moi, c'est inouï, quoi. Je ne me l'explique pas, et c'est la magie de la littérature, et c'est ce que j'exprime dans ce paragraphe. C'est absolument ce que je ressens aussi, Daphné. Effectivement, les mots qui arrivent comme quelque chose d'instinctif. On parlait spiritualité, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire quelque chose d'instinctif qui est de l'ordre du vécu dans la chair. Enfin, moi, je le vis dans le corps aussi, ça. Il y a une saveur particulière dans la poésie aussi, dans la forme que peut avoir la poésie et de quelle façon elle prend forme dans notre vie. Comment toi, Jennifer, tu vis cette idée de la forme et de la poésie ? J'ai toujours eu du mal sur les questions de forme parce que on a eu longtemps tendance à associer la poésie justement à une petite forme très versifiée, très codifiée, qui fait qu'on a du mal à se rappeler que le roman est né de la poésie lui aussi. Et en fait, c'est comme la chair et l'esprit. La forme, le fond, c'est indissociable. Ce voyage dans le fond et la forme, tu le fais aussi avec ce voyage sonore quand on a évoqué en début de soirée. Quelle saveur ça a pour toi, ça, d'associer le son, la voix, les mots, la vibration ?
Bah oui, parce que Devenir Merlac-Forêt, c'est vrai que c'était à la fois des textes écrits, des sons glanés, et les deux formes que prennent le recueil sont très différentes dans la version écrite et dans la version sonore qu'on peut écouter en ligne. Je crois qu'il y a un petit Larsen, non, ça va? Et parce que justement, quand on commence à travailler les sons, la matière sonore, il y a des mots qui deviennent inutiles. Donc on les coupe, on les supprime. Et quand on écrit, c'est autre chose, c'est un autre rythme. Moi, sur la saveur des mots, il y a un petit poème que j'ai écrit, je peux vous lire si vous voulez, qui pour moi dit bien c'est quoi ce qui se passe quand les mots surgissent. Des mots surgissent sous ta langue, entre tes petites dents. Ils glissent de ta douce mâchoire. Je les écris sur ma feuille. Je les recueille. Pomme. Pomme. Ce nouveau mot dont tu te délectes. Je le contemple à présent comme un don de la vie. Et maintenant, je te l'épluche. En parlant, on se disait, il y a dans la poésie cette grande joie de redécouvrir les mots, comme quand on est enfant, on joue avec les mots. On les récupère comme une matière sonore, on les lave des sens trop accumulés, trop évidents, et on leur redonne des sens plus vieux, ou on leur donne de nouveaux sens. Oui, c'est en effet cette idée d'enlever le sens propre ou le sens premier et de retourner dans l'essence, en fait, dans l'essence et l'essence du mot, dans les sensations. Je crois qu'il y avait aussi un joli poème de Jennifer encore. Tout à fait. Ça, c'est mon préféré. Alors. Sur le temps suspendu, sur le temps qui passe aussi, en fait. Oui. Pour les caresses vouées à disparaître, je dis ton nom. Pour les mirages qui grisent et troublent et guident, je dis ton nom. Avec trop d'impatience, je dis ton nom. Pour un peu plus de lumière dans le corps blême des jours, pour un rien de souffrance et de lumière. Pour la flamme d'une bougie, ton nom, que rien n'achève. Merci Daphné. On va poursuivre le micro ouvert avec une autre série de textes sur les saveurs, sur le mot chair justement, sur le mot qui fait corps. Le premier texte a été choisi par Félicia et est un texte de Proust, de La prisonnière. Ce que j'aime dans ces nourritures criées, c'est qu'une chose entendue comme une rhapsodie change de nature à table et s'adresse à mon palais. Pour les glaces, car j'espère bien que vous ne m'en commanderez que prises dans ces moules démodés qui ont toutes les formes d'architecture possibles, toutes les fois que j'en prends, temple, église, obélisque, rocher, c'est comme une géographie pittoresque que je regarde d'abord et dont je convertis ensuite les monuments de framboise ou de vanille en fraîcheur dans mon gosier. Je trouvais que c'était un peu trop bien dit, mais elle sentit que je trouvais que c'était bien dit, et elle continua, en s'arrêtant un instant quand sa comparaison était réussie,
pour rire de son beau rire, qui m'était si cruel, parce qu'il était si voluptueux. Mon Dieu, à l'hôtel Ritz, je crains bien que vous ne trouviez des colonnes Vendôme de glace au chocolat ou à la framboise, et alors il en faut plusieurs pour que cela ait l'air de colonnes votives ou de pylônes élevés dans une allée à la gloire de la fraîcheur. Ils font aussi des obélisques de framboises qui se dresseront de place en place dans le désert brûlant de ma soif et dont je ferai fondre le granit rose au fond de ma gorge, qu'ils désaltéreront mieux que des oasis. Et ici, le rire profond éclata, soit de satisfaction de si bien parler, soit par moquerie d'elle-même de s'exprimer par images si suivies, soit, hélas, par volupté physique de sentir en elle quelque chose de si bon, de si frais, qui lui causait l'équivalent d'une jouissance. Ces pics de glace du Ritz ont quelquefois l'air du Mont Rose. Et même si la glace est au citron, je ne déteste pas qu'elle n'ait pas de forme monumentale, qu'elle soit irrégulière, abrupte, comme une montagne d'Elstyre. Il ne faut pas qu'elle soit trop blanche alors, mais un peu jaunâtre, avec cet air de neige sale et blafarde qu'ont les montagnes d'Elstyre. La glace a beau ne pas être grande, qu'une demi-glace si vous voulez, ces glaces au citron-là sont tout de même des montagnes réduites à une échelle toute petite. Mais l'imagination rétablit les proportions. Comme pour ces arbres japonais nains, qu'on sent très bien être tout de même des cèdres, des chênes, des mancenilliers, si bien qu'en en plaçant quelques-uns le long d'une petite rigole dans ma chambre, j'aurais une immense forêt descendant vers un fleuve et où les petits-enfants se perdraient. De même, au pied de ma demi-glace jaunâtre au citron, je vois très bien des postillons, des voyageurs, des chaises de poste, sur lesquelles ma langue se charge de faire rouler de glaciales avalanches qui les engloutiront. La volupté cruelle avec laquelle elle dit cela excita ma jalousie. De même, ajouta-t-elle, que je me charge avec mes lèvres de détruire, pilier par pilier, ces églises vénitiennes d'un porphyre qui est de la fraise, et de faire tomber sur les fidèles ce que j'aurais épargné. Oui, tous ces monuments passeront de leur place de pierre dans ma poitrine, où leur fraîcheur fondante palpite déjà. Ça donne faim, non? C'est fort quand même, hein, les mots de Proust. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait Proust dans le texte d'Anaïs Nin et j'avais même pas fait le lien. Je trouve ça incroyable. Tatiana, avec son texte de sa création, qui est issu d'Incandescence, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. C'est vraiment de l'inédit parce que c'est un recueil en cours d'écriture. Donc c'est la première fois que je le dis. J'ai tant de voyages et de vent au risque des lèvres. Ma peau parle une langue apprise en écoutant le silence. Ma peau confondue, absorbée, avalée, ma peau de l'intérieur au supplice des doigts, à la germination du feu, au risque de mourir. Ma peau
Ma peau révèle sa signature quand tu la déshabilles. D'un désir beau et tremblant comme une orchidée noire dans la nuit. Tu dis mon visage et ton sexe comme une seule fleur. Tu le dis sans le dire. En ouvrant le jardin de mes lèvres très doucement, et tu grandis dans mon silence. Et si mes lèvres suivent le tracé de ton endurance à renaître de chaque atome rencontré, c'est mon cœur qui t'exauce à bout de lutte, mon cœur qui salue nos batailles d'amour tels les vents chauds dans les nuits de transhumance. Je caresse la soie du feu, l'arbalète. Cette respiration repue qu'un soupir, parfois, ranime sous mes paumes. Et je tisse avec candeur le mouvement irrépressible de l'onde sous la chair. Et je t'écoute. Je t'écoute et je te bois, tranquille, la main posée juste là, au rythme du cœur, précisément là où ta vie me rencontre. Je viens rougir à ton impudeur qui me réclame encore. Se réinventer par la bouche, mélanger nos racines, explorer jusqu'à l'inépuisable naufrager dans le ruissellement infini de tout ce qui nous féconde. Ne pas chercher plus vaste que ce minuscule point de fusion à l'instant de nous diluer l'un dans l'autre, l'un pour l'autre. Par mon ventre, je bois toute la sève du monde. Et ta présence concentrée, densifiée si profondément, si précisément, ta présence immobile au confluent de mes chairs m'ouvre plus encore. Et j'ose enfin mes lèvres sur le verrou des mots qu'on ne prononce qu'avec la certitude de mourir un peu à ce que nous pensions être l'instant d'avant. Oui, j'ose. Et je célèbre l'ondulation de tous nos chemins en promesse au feu de mes hanches. Je te laisse venir. Il n'y a rien à goûter. Il n'y a rien à goûter que l'espace de ton corps sur mes cicatrices. Je te sculpte à chuchoter l'interdit, abreuvé de ta présence. Et dans le ressac des amnésies qui agrandissent le souffle, je retrouve ma virginité. Tes yeux me rendent à la nudité du monde. Merci Tatiana. Un texte de Gaëtan Fosser. Non, un texte de Léla.
qui a été choisi par Gaëtan Foster, de Leila Zerwani. Merci. C'est marrant parce que pour continuer le lien avec Proust tout à l'heure, lu par Anaïs Nin en plus, Tatiana va jouer Anaïs Nin en 2025. Donc voilà, comme ça la boucle continue. C'est un texte donc de Leila Zerwani qui est publié aux éditions Bleu d'encre, qui s'appelle TikTok. Rien à voir avec le réseau social pour décérébrer, hein. C'est TikTok, l'anagramme. TikTok, 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 je suis une femme. TikTok, TikTok, c'est là mon drame. Mon ventre vide, déjà à sa fesse, et moi je crie. Je crie, où est l'enfant? Chaque nuit plus cruelle, chaque nuit, je t'appelle. TikTok, TikTok, je suis une femme. TikTok, TikTok, tel est mon drame. Viens te nicher dans mes entrailles. Viens réchauffer mon cœur grisaille. Espérer jusqu'au petit matin, prier jusqu'au lendemain. TikTok, TikTok, je suis une femme. TikTok, TikTok, c'est là mon drame. Après les tremblements de la nuit, mon corps s'éveille en poésie. La lumière crue du jour naissant, vaine bataille, espoir vibrant. Le corps chantera, pleurera, hurlera encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des gouttes de sang. 4, 5, 6. Sur le drap blanc. TikTok, TikTok. Je suis une femme. TikTok, TikTok. Tel est mon drame. Rien que le tapis du matin. Rien qu'une promesse de marin. Il me reste le soleil, les arbres et les fruits. Mais l'enfant, lui, s'éloigne sans bruit. Sans bruit. Leila Zerwani. Merci. Merci Gaëtan. Alors voilà, c'était donc la première de la chaire poétique. Merci pour votre enthousiasme. J'espère que vous viendrez aux 4 autres événements à partir de janvier. Si vous voulez proposer des textes et venir les lire, soyez les bienvenus surtout. Et pour clôturer, un très très beau texte choisi pour clôturer cette soirée par Jennifer. Tu peux nous rappeler le titre parce que je n'ai plus mes notes. Litanie pour la survie en français. En anglais, j'ai un Litany for Survival de Audre Lorde dans une traduction de Gert. Je vais vous le dire. Traduit par Katie Tambury. Merci Jennifer. Litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et solitaires. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent succomber aux rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent, entre deux aubes, regardant dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous toutes, qui n'étions pas censées survivre,
à cet instant et à ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seuls, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons. Nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors, il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Merci. Merci à toutes et à tous. Vous avez encore la possibilité d'une dédicace de livre, si vous le souhaitez, pour la clôture de cette soirée. Merci à tous.